Joe Gilling, 11 ans, a disparu. Ce garçon populaire, qui est atteint de la mucoviscidose, n'est pas rentré chez lui après l'école. Le lendemain matin, à 10h30, le corps du petit Joe est découvert à Whitehead Park. Il a été frappé et poignardé à mort. Son meurtrier s'appelle Michael Hamer et il fréquentait le même collège que sa victime. Je travaille avec des enfants depuis plus de 25 ans et au cours de ma carrière, j'ai pénétré dans l'intimité de centaines de familles. Je connais bien la psychologie des adolescents, leur comportement et les difficultés qu'ils posent à leurs parents. Et pour moi, les mots monstre et enfant ne devraient jamais être associés. Alors comment une personne aussi jeune peut-elle commettre un acte aussi monstrueux? Dans l'affaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé un adolescent à tuer un camarade d'école? On ressent toujours un sentiment d'horreur quand on apprend que le corps d'un enfant a été retrouvé dans un parc. On s'interroge sur le pourquoi et le comment. On se demande comment un drame aussi effroyable a pu se produire. Et plus on s'intéresse à cette affaire, plus on lit de choses dessus, et plus il est difficile de comprendre comment un adolescent tel que Michael Hamer a pu faire une chose pareille. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive à s'en prendre à un garçon aussi vulnérable que Joe Gilling et le tuer d'une façon aussi violente? Le 16 octobre 2006, Michael Hamer a été reconnu coupable du meurtre de Joe Gilling. Il a été condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 12 ans. Cette tragédie a ébranlé toute une communauté et brisé une famille. Croyez-moi quand je vous dis que je sais à quel point les adolescents peuvent être frustrants. Mais au cours de toutes ces années où j'ai côtoyé des enfants, je n'en ai rencontré aucun qui soit capable de commettre un meurtre. Alors Michael Hamer est-il né avec un instinct de tueur? Ou est-ce la société qui a transformé cet adolescent de 14 ans en tueur d'enfants? Kim Corbett a fréquenté la même école que la victime et son meurtrier. Que pouvez-vous me dire sur Michael Hamer? C'était un garçon très effacé. En retrait, je dirais. Il était souvent harcelé à l'école. Il avait une drôle de personnalité. Il était seul la plupart du temps. Et il dévisageait les gens qui passaient devant lui. C'était quelqu'un de très bizarre. Son visage était toujours impassible. Quand il traînait dans les couloirs, il vous regardait passer, mais son visage n'avait aucune expression. Je n'aimais pas le croiser, en fait, à cette époque. Michael Hamer est né le 9 mai 1991 à Bury, dans le comté du Grand Manchester. Le père de Michael Hamer est parti avant même sa naissance. Et je pense que cet événement a façonné sa personnalité et en a fait quelqu'un de solitaire très tôt. Il ne s'entendait pas très bien avec sa mère et il avait des problèmes à l'école. Quand un enfant est rejeté par l'un de ses parents, voire par les deux, cela peut avoir des conséquences dramatiques sur son avenir. Il pourra penser qu'il ne vaut rien, mais aussi développer un comportement antisocial. L'enfant s'isole. Il a une piètre estime de lui-même. Quand un enfant vit ce genre d'expérience et qui plus est à un très jeune âge, les effets peuvent être dévastateurs sur la façon dont il va se construire. Son père l'a abandonné, donc il a certainement souffert de troubles de l'attachement. Dans sa petite enfance, il n'a pas créé un lien sécurisant avec l'adulte qui prenait soin de lui. Les relations avec notre mère et notre père sont très importantes pour façonner nos interactions futures avec les autres. Un manque à ce niveau-là peut affecter la personnalité à long terme. Au collège, Michael est persécuté par ses camarades. Les élèves avaient tendance à le tyranniser. Il lui volait par exemple l'argent de son déjeuner. Il lui donnait des surnoms péjoratifs.
Comment l'appelait-il? Il lui donnait des surnoms méchants pour se moquer de sa façon d'être. Et il me faisait de la peine. Mais lui aussi parlait mal aux gens. En fait, il aggravait la situation par son comportement. Il était souvent à l'origine de querelles à l'école. Je vois. Il attirait l'attention sur lui en se disputant avec ses camarades de classe, par exemple. Si vous êtes persécuté à l'école pendant plusieurs années, ça peut être dévastateur sur votre développement. Vous pourrez peut-être devenir à votre tour un tyran, parce que vous essaierez d'inverser les rôles, pour reprendre le contrôle qu'un tyran avait sur vous. Quelles sont les conséquences du harcèlement à l'école sur un enfant? Ce qui est au cœur du cas Michael Emmer en particulier, c'est qu'il avait honte de lui-même. Ce sentiment trouve son origine dans le départ de son père, qu'il a abandonné. Ça a été renforcé par l'environnement scolaire où les autres élèves le persécutaient. Ils s'en prenaient à lui parce qu'il était différent. C'était leur bouc émissaire. Partout, il se sentait rejeté. Dans sa famille, à l'école, par ses camarades. Il n'a jamais trouvé un endroit où il se sente à sa place, où il puisse s'intégrer. Nous savons que le harcèlement à l'école a des effets à très long terme sur les victimes. Des neuroscientifiques ont mené des recherches sur le sujet et ont suivi des enfants de leur naissance à leurs 50 ans. Ils ont constaté que ceux qui avaient été persécutés enfants avaient une santé physique et psychologique moins bonne que les autres. C'est très fréquent que des victimes de harcèlement deviennent des persécuteurs à leur tour. Ça peut avoir des conséquences désastreuses. Joe Gilling a 11 ans et il est en 6e. Ce garçon qui a 3 ans de moins que Michael Emmer est plein de vie et très apprécié. Joe représentait tout ce que Michael n'était pas. Il avait 6 ans quand on lui a diagnostiqué sa mucoviscidose et il n'a jamais laissé sa maladie gouverner sa vie. C'était un garçon joyeux, drôle. Ses professeurs l'aimaient beaucoup, sa famille l'adorait. Son petit frère était en admiration devant lui. Kim Corbett avait 11 ans et rentrait souvent de l'école avec son ami Joe. Quel souvenir gardez-vous de Joe? Je sais qu'en dehors de l'école, il faisait de la moto tout-terrain. Du motocross? Oui, le motocross, c'était son truc, il adorait ça. Je crois qu'il participait à beaucoup de compétitions. C'était sa passion. Il faisait partie de ces personnes qui sont tellement sympathiques que vous les aimez tout de suite. Quand on le rencontrait la première fois, on se disait « Il est tellement gentil, il était tellement drôle, il était vraiment spécial. » Il nous faisait rire, il était très populaire à l'école aussi, il avait beaucoup d'amis. Il vous faisait rire? Oh oui, beaucoup. Et il était très drôle. Il était adorable. Il faisait tout le temps le pitre pour nous faire rire. C'était un garçon de 11 ans comme les autres. Il faisait l'idiot. Il disait des bêtises. Joe Gilling était donc l'opposé de Michael Emmer. Il y avait d'un côté un garçon sociable, heureux et enjoué. De l'autre, un adolescent renfermé, solitaire et harcelé par ses camarades. Michael était comme attiré par Joe parce qu'il représentait tout ce qu'il n'était pas. Il était populaire, il aimait le football, il faisait tout ce que les jeunes de son âge font. Donc il l'admirait. Je pense que quelque part, il l'admirait et il voulait être comme lui. Mais parallèlement, il était encore plus complexé. Donc il ressentait des émotions contradictoires. Je suis attiré par les gens à qui j'ai envie de ressembler et en même temps, à cause d'eux, je m'aime encore moins. Le mercredi 1er mars 2006, Michael Emmer, 14 ans, et Joe Gilling, 11 ans, se trouvent tous les deux au collège. Michael nourrit une réelle obsession pour Joe et il a mis au point une stratégie pour se rapprocher de lui. Michael traînait avec des élèves plus jeunes que lui.
Beaucoup d'élèves de 6e. Je vois. Il n'avait pas de copains de son âge, et ils étaient tous beaucoup plus jeunes que lui. Joe était en 6e. Vous l'avez vu avec Joe? Oui, plein de fois. Ils étaient amis? J'en avais l'impression, oui. En fait, je trouvais ça bizarre qu'un ado de 14 ans passe du temps avec un gamin de 6e, ou avec un tas d'élèves de 6e au collège. Michael était socialement inadapté et s'est lié d'amitié avec des garçons beaucoup plus jeunes que lui. Ça peut s'expliquer? Il pouvait avoir un QI très bas, il a pu souffrir d'un retard de développement, ce qui l'a poussé à chercher la compagnie d'enfants qui étaient au même niveau que lui, qui auraient les mêmes activités que lui. Ça peut être une explication. Il pouvait aussi y avoir une dimension sexuelle. L'origine de l'attirance qu'il avait pour ces jeunes n'est pas bien établie. Il n'avait pas les aptitudes sociales lui permettant d'être au même niveau que les adolescents de son âge. Il n'arrivait pas à gagner leur respect, à être accepté par les jeunes de son âge. Et donc, quand un adolescent n'arrive pas à se lier d'amitié avec des gens de son âge, il arrive qu'il se tourne vers des enfants plus jeunes. Il sait que ces personnes plus jeunes vont l'admirer tout simplement parce qu'il est plus âgé. Michael Emmer a clairement ciblé Joe Gilling. Il devait trouver un moyen de l'attirer en dehors de l'école, de l'éloigner de ses parents, afin de pouvoir faire ce qu'il avait prévu. Ce jour-là, à l'école, tout se joue avec une lettre que Michael a donnée à Joe à l'heure du déjeuner. Et ce document était un faux, un subterfuge. Elle était censée venir du proviseur adjoint. Elle demandait à Joe, après l'école, d'accompagner un élève plus âgé jusqu'à chez lui, que la lettre désignait en l'occurrence comme étant Michael. Sa mère le retrouverait là-bas à 16h30. Il lui donnerait l'adresse et elle le rejoindrait chez cet élève. Et cet élément, c'était très malin de sa part. Joe était rassuré parce qu'il était prévu que sa mère le rejoigne là-bas. C'est un plan mûrement réfléchi qui a demandé beaucoup d'organisation à Michael. En fait, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il passait beaucoup de temps seul dans sa chambre. Il était seul avec ses pensées, il ruminait, il planifiait. Il n'y avait pas d'obstacle à ses pensées, il n'avait pas de filtre, parce qu'il ne parlait à personne de ses sentiments. Il tournait en boucle dans son esprit. Une professeure a entendu Joe parler de la lettre à ses amis et a demandé à la lire. Elle a tout de suite vu que c'était un enfant qui l'avait écrite. Et elle en a parlé à Joe. Elle lui a conseillé d'aller jusqu'au bureau du proviseur et d'attendre de pouvoir lui parler pour lui montrer la lettre. Et elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il devait rentrer directement chez lui et surtout ne pas aller chez Michael, comme c'était demandé dans la lettre. Plus tard dans l'après-midi, des élèves ont vu Joe qui attendait devant le bureau du proviseur adjoint. Mais finalement, il n'y est jamais entré. Michael a réussi à l'embobiner pour qu'il ne parle pas au proviseur adjoint. Et encore un peu plus tard, sa professeure les a vus tous les deux dans un couloir et est allée les voir. Elle sentait que Michael était mal à l'aise et elle a commencé à lui poser des questions. Mais soudain, l'alarme incendie a retenti et tous les élèves et professeurs ont dû évacuer l'établissement rapidement. C'était une fausse alerte. Mais si elle ne s'était pas déclenchée, et si cette professeure n'avait pas été interrompue, Joe Gilling serait-il toujours en vie? Les cours se sont terminés à 4h10. Michael Emmer est passé par Dalton Street pour rentrer chez lui. Et plusieurs élèves ont vu Joe le suivre en traînant des pieds, plusieurs mètres derrière lui. J'ai vu Joe devant l'école. Je l'ai regardé s'éloigner. Et ça m'a paru bizarre parce qu'il habitait à côté de chez moi, de l'autre côté. D'habitude, il ne partait pas par là. Il n'habitait pas dans la direction qu'il a prise. Mais je me suis simplement demandé où il allait. Je me suis pas inquiétée de le voir partir par là. Pourquoi je ne suis pas allée le voir? J'aurais pu lui demander où il allait, parce que si je l'avais fait, j'aurais peut-être compris qu'il se tramait quelque chose. Est-ce que cette pensée vous a travaillé?
Pendant longtemps? Oui. Mais ni Kim ni personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. Joe Gilling a ignoré le conseil de sa professeure et a suivi Michael Emmer chez lui. Cet adolescent était constamment tyrannisé à l'école. Il avait une vie de famille compliquée. Il ne savait pas très bien qui il était. Les autres élèves le dominaient et il ne pouvait rien faire pour se défendre. Voilà en gros le contexte dans lequel il est passé à l'acte. C'est peut-être ce qui explique qu'il ait eu envie à son tour de dominer quelqu'un de plus jeune pour lui faire subir ce que lui endurait. Nous ne saurons jamais pourquoi Joe a suivi Michael chez lui. Mais sa maison deviendra la scène de crime du meurtre de ce garçon de 11 ans. Ils sont arrivés chez Michael à 16h15 et sa mère était censée arriver à 16h30. En fait, à 16h30, il était déjà mort. On apprendra plus tard que Michael a fait des avances à Joe et que celui-ci l'a repoussé. Joe lui aurait dit « mais t'es homo », puis il aurait ajouté qu'il le dirait à tout le monde au collège le lendemain. Furieux, humilié et terrifié à l'idée que les autres élèves apprennent ce qui s'est passé, Michael craque et s'empare d'une poêle. Il l'a frappé tellement fort que le manche de la poêle s'est cassé. Ensuite, il a descendu les escaliers en courant, a saisi 2 couteaux de cuisine et est remonté. Et il a poignardé Joe frénétiquement, 16 fois au total. Dans cette affaire, le meurtrier aurait pu s'arrêter. Pendant l'aller-retour dans les escaliers, il aurait pu se dire « Non, je n'irai pas plus loin ». Mais il a décidé de remonter et de finir ce qu'il avait commencé. La plupart des gens qui commettent un meurtre sont horrifiés quand ils prennent conscience des conséquences de leur acte, d'avoir ôté la vie. Ils se sentent tellement mal qu'ils n'arrivent plus à réfléchir. Certains sont choqués et se mettent à paniquer. Mais Michael a agi avec calme et détachement, parce qu'il ne s'est pas dit « Oh mon Dieu, je viens de tuer quelqu'un ». Lui a vu un problème auquel il devait trouver une solution. Le corps du garçon était dans sa maison, il fallait qu'il s'en débarrasse. Alors, il l'a mis dans la poubelle pour pouvoir le sortir. Il a traîné Joe dans les escaliers et il l'a mis dans une poubelle qui avait des petits trous. Ensuite, il l'a sorti de la maison et s'est dirigé vers le parc. Il a emprunté des petites rues et des ruelles. La mère de Joe était censée venir le chercher à 16h30. Mais à ce moment-là, son corps a été transporté dans le parc, puis abandonné dans un fossé, dans une zone boisée. Michael a tué sauvagement le petit Joe et a dissimulé son corps à Whitehead Park. Mais a-t-il prémédité son acte ou a-t-il cédé à un accès de rage? Il a réfléchi à la façon dont il allait pouvoir l'attirer chez lui. On a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas les normes sociales. Il veut que ce garçon vienne chez lui pour pouvoir lui faire des avances. Mais il ne sait pas comment approcher ce garçon d'une façon qui serait socialement acceptable. C'est pour ça qu'il a mis au point ce stratagème. Mais il a été rejeté et a réagi d'une façon totalement disproportionnée. Il y a une théorie qui dit qu'au cours de l'adolescence, le système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions, est arrivé à maturité et est très actif. Il est en ébullition en quelque sorte, alors que le lobe frontal, lui, ne s'est pas encore entièrement développé, donc il ne peut pas le contrôler. Freiner ses pulsions. Exactement. Il n'est pas capable de contrôler les émotions et un adolescent peut avoir un comportement dangereux et impulsif. En termes de préméditation, il ne peut s'agir que de quelques secondes. L'intention de faire du mal à quelqu'un n'a pas nécessairement besoin d'être apparue des jours ou des semaines auparavant. Ça peut arriver sur le moment. Quand, à 17h30, Joe n'est toujours pas rentré de l'école, ses parents préviennent la police. D'importantes recherches sont immédiatement lancées à Bury pour retrouver le jeune garçon.
Il y avait 4 agents de police de la brigade cynophile avec leurs chiens et 2 chiens de l'équipe de recherche et de sauvetage en montagne. Il y avait également des membres de la famille et des voisins. Des habitants de la région étaient aussi présents. Ils ne connaissaient pas forcément la famille, mais ils ont eu envie d'aider à retrouver Joe. C'était très inhabituel qu'on soit appelé en renfort pour rechercher un garçon de 11 ans. J'ai des enfants, alors je pouvais me mettre à la place de sa famille et comprendre ce qu'elle endurait. Mais tout le monde ressentait la même chose. On voulait tous retrouver Joe et le retrouver vivant. Après s'être débarrassé de Joe, Michael retourne chez lui, sur la scène de crime. Il y avait du sang du petit garçon partout, dans la chambre, dans les escaliers, sur le tapis. Il fallait tout nettoyer. Il avait 1h30 pour tout faire disparaître avant que sa mère rentre. Alors il s'y est mis tout de suite. Quand sa mère est arrivée, elle a remarqué une tache rouge sur le tapis et elle a demandé à son fils ce que c'était. Il a simplement répondu que son stylo rouge avait fui. Ça a été son explication. Alors que la nuit tombe et que la température chute, Joe n'a toujours pas été retrouvé. C'est le genre de mission qui nous ébranle, qui nous marque. Quand la victime est aussi jeune, on tient absolument à la retrouver vivante. Et c'est frustrant de chercher en vain pendant des heures. C'est une affaire très troublante. Parce que même si son geste n'était pas prémédité, il a réussi à ne pas perdre son sang-froid après l'avoir tué. Il a menti à sa mère et à tout le monde. Face à une telle attitude, on est déconcerté et on se pose beaucoup de questions. Il est difficile de savoir s'il a une personnalité psychopathique, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'a pas montré de remords. Un peu plus tard, il a pris un bain, certainement pour se débarrasser des dernières gouttes du sang de Joe. Après, il a terminé ses devoirs, qui ironiquement portaient sur les 10 commandements. Le 6e étant « Tu ne tueras point ». Le 1er mars 2006, alors que la nuit tombe sur la petite ville de Bury, des centaines de personnes sont à la recherche de Joe Gilling, 11 ans. Il a disparu après l'école. L'un des éléments qui a rendu ces recherches inhabituelles, c'est l'implication des services de secours et des pompiers de Manchester, en particulier la brigade de pompiers de Bury. C'était exceptionnel. En fait, c'était même inédit. Ils y ont participé parce que parmi la brigade de pompiers de Bury, il y avait des membres de la famille de Joe Gilling, l'enfant qui avait disparu. Je crois que dès le début, il y a eu un sentiment d'urgence, aussi bien dans sa famille que dans la communauté. Ils avaient conscience qu'il fallait retrouver Joe le plus rapidement possible. Les nuits étaient très froides. Et s'il avait été séquestré, enlevé, fait un malaise, il fallait le retrouver au plus tôt. C'était un jeune garçon à la santé fragile, et c'était l'hiver. Alors que les recherches se poursuivent, Michael Emer se trouve dans sa chambre, occupé à faire ses devoirs. Puis il se met tranquillement au lit, toujours dans cette même chambre où seulement quelques heures auparavant, il a tué Joe Gilling. Il était sur pilote automatique. Il a suivi sa routine. Parce qu'il n'a aucune réaction émotionnelle après son passage à l'acte. Il a été confronté à un problème, la présence d'un cadavre chez lui, et il s'en est débarrassé. Il a donc réglé le problème et tout est rentré dans l'ordre. On a cherché jusqu'à 3 heures du matin. Puis on nous a dit de rentrer chez nous pour dormir un peu. En fait, de nombreux membres de l'équipe de recherche, comme moi, avaient travaillé toute la journée, puis cherché le garçon pendant toute la nuit. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette détermination à le retrouver. Mais ils ne retrouveront pas Joe vivant. Il a été tué par Michael Emer, qui a dissimulé son corps sous des branches et des coussins abandonnés dans Whitehead Park. Le lendemain, le jeudi 2 mars,
Michael part à l'école comme s'il ne s'était rien passé. Il arrive à l'heure pour la première sonnerie. Le lendemain, en classe, il y avait une affiche avec la photo de Joe et en dessous, il était écrit « Avez-vous vu Joe Gilling ?» Je me suis dit « Oui, je le connais, je l'ai vu. » Alors j'ai levé la main et j'ai dit « Je le connais, je rentre de l'école avec lui. » Du coup, mon professeur m'a dit « Il faut que tu ailles voir le proviseur pour lui en parler. » Donc je me suis rendue jusqu'à son bureau et j'ai attendu dans le couloir de pouvoir lui parler. Michael Emmer était assis à côté de moi et il attendait aussi pour voir le proviseur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? À ce moment-là, je n'ai rien pensé de spécial. Mais Michael m'a parlé et il m'a dit « Est-ce que tu as vu Joe hier soir ?» Et encore aujourd'hui, ça me donne la chair de poule. Je lui ai répondu « Oui, et toi ?» Et il a dit « Oui ». Le fait de lui avoir parlé à ce moment-là, quand il m'a adressé la parole, son visage ne laissait transparaître absolument aucune émotion. Alors qu'il avait tué quelqu'un la veille. Ça me fait froid dans le dos. Ça me travaille toujours. Je n'ai pas encore réussi à l'oublier. Pensait-il avoir dupé tout le monde? Je ne sais pas s'il était aussi perfide. Il vivait plutôt dans le moment présent. Il a dû se dire « Jusqu'ici, tout va bien ». Il ne pensait pas aux conséquences de ses actes, à la douleur des proches de Joe. Il avait fait ce qu'il avait fait, c'était du passé. Maintenant, il fallait avancer. C'est cette même matinée que les recherches de Joe prennent fin. On venait d'arriver sur le site quand on a reçu plusieurs messages urgents sur nos beepers. Et je me souviens de l'un de ces messages qui disait de faire attention à ce qu'on disait à la radio. La famille se tenait au courant, elle était présente, alors elle pouvait entendre nos échanges. Il y a eu comme un silence radio. Puis on nous a ordonné d'arrêter les recherches. On a tous compris qu'il y avait du nouveau, que le garçon avait dû être retrouvé et que les nouvelles étaient mauvaises. Et c'est comme si une chape de plomb s'était abattue sur toutes les personnes présentes, les secouristes sauveteurs, les pompiers et surtout la famille. À 10h30, un chien de la brigade cynophile trouve le corps de Joe Gilling dans Whitehead Park. À peine une heure plus tard, la police vient chercher Michael au collège pour le conduire au poste de police en vue d'un interrogatoire. Il est soupçonné du meurtre de son camarade d'école. Même si Michael Emmer était leur principal suspect, il était très calme. Calme quand ils lui posaient des questions, calme quand ils sont allés le chercher au collège. Il a tout nié en bloc jusqu'à 22h30. Là, son avocat a appelé la police pour dire que son client avait envie de parler. Et il a tout avoué. Après son arrestation, il n'a pas tenu très longtemps avant de passer aux aveux et de reconnaître le meurtre. Les preuves qu'ils avaient recueillies étaient de toute façon très compromettantes. En revanche, il y a un élément qu'il n'a pas reconnu. C'est la dimension sexuelle. Il n'a pas du tout été honnête là-dessus. Cet aspect, les enquêteurs l'ont découvert plus tard chez lui, grâce à une lettre qu'il avait écrite, puis gribouillée et déchirée. Durant la fouille de la chambre de Michael, la police découvre la lettre au-dessus d'une armoire. Celle-ci évoque son désir d'avoir des relations sexuelles avec Joe. Toute la communauté est profondément choquée par le meurtre de Joe. Ce garçon enjoué et plein de vie a été tué par un adolescent à peine plus âgé que lui. Bury est envahi par les journalistes. Ça a attiré les médias, mais il y avait aussi un sentiment d'impuissance. Comment un tel drame avait-il pu se produire? Dans ce contexte, c'était normal que les habitants soient en colère. Et puis comment la famille Gilling pouvait accepter une telle horreur? Comment un parent peut-il comprendre que son enfant meurt dans ces circonstances? C'est tout simplement inconcevable.
C'était une famille très unie. Ses parents l'adoraient et son petit frère était en admiration devant lui. Ils ne verront plus jamais cette lueur dans les yeux de leur enfant. Son père disait d'ailleurs de lui qu'il vivait sa vie à 100 à l'heure. C'est vraiment tragique. Ce dont je me souviens plus particulièrement, c'est à quel point ces nuits étaient froides. Et pour ajouter à la douleur des parents, pour permettre à la police scientifique de faire son travail, le corps de Joe est resté là où il était 2 nuits de plus. Pour les parents, ça a été une épreuve supplémentaire à surmonter. C'était terrible. Even spent 5 minutes talking to him, he'd leave an impression on you that you'd remember, and usually with fondness. We were spoiled. We had him every day. Quand avez-vous appris la nouvelle tragique de la mort de Joe? Je crois que c'était le vendredi, 2 jours après sa disparition. Je regardais les informations à la maison. À la télévision, ils ont confirmé son décès. C'était horrible. Le samedi 4 mars 2006, Michael Hamer est inculpé du meurtre de Joe Gilling. Le procès est prévu pour le mois d'octobre. En vue du procès, des psychologues s'entretiennent avec l'accusé pour essayer de découvrir ce qu'il s'est passé dans l'esprit de cet adolescent de 14 ans. Il n'était pas particulièrement intelligent et souffrait de plusieurs problèmes, comme l'isolement et le harcèlement à l'école. Et il n'arrivait pas à nouer de relations avec les gens. On lui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation. Un trouble implique qu'un comportement est en dehors de la norme ou qu'il est suffisamment grave pour avoir des répercussions très néfastes. Mais je dois dire que le trouble de l'adaptation est beaucoup plus flou que d'autres maladies ou diagnostics que l'on peut poser, comme la psychose, l'autisme ou la psychopathie. L'enterrement du petit Joe Gilling a lieu le vendredi 31 mars 2006. Toute la ville de Bury est unie dans le chagrin. Le cercueil a été transporté jusqu'au collège, juste avant l'enterrement. Tous les élèves se sont alignés devant l'école. Et le cercueil est arrivé. Il était tellement petit. Plusieurs hommes le portaient. On a tous lâché nos ballons dans les airs pendant que le petit cercueil passait devant nous. Après, ils ont fait demi-tour pour retourner à l'église. C'était tellement triste. Ce cercueil était tellement petit. Je n'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. C'était horrible. Ça a été une période très difficile à vivre. Il m'a fallu plusieurs mois pour m'en remettre. Comme tout le monde, je pense. Quel était le sentiment général au collège? C'était bizarre. C'était horrible. Mais à Saint-Gabriel, c'était le collège où on allait. Le personnel et les professeurs nous ont beaucoup soutenus. Ils ont été là pour nous. Ils ont été géniaux. Vraiment. Le procès s'ouvre le 16 octobre 2006. D'après mes souvenirs, c'est certainement la personne la plus jeune que j'ai poursuivie pour meurtre. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une affaire que je n'oublierai jamais. C'est aussi l'une des plus bouleversantes de ma carrière. La raison, c'est que Joe était un garçon vulnérable. C'était un enfant adorable qui se battait contre la mucoviscidose dont il était atteint. Même si je suis un magistrat, en tant qu'être humain, ce dossier m'a vraiment ébranlé. En octobre 2006, Michael Hamer, 14 ans, est jugé pour le meurtre de Joe Gilling, un camarade d'école.
Alistair Webster est le procureur en charge de l'affaire. Il y a beaucoup d'appréhension quand on juge ce genre d'affaires. Il y a une grande tension nerveuse dans le tribunal, parce que c'est un événement très important pour beaucoup de gens. Par exemple, on sait que les familles des victimes vont entendre des choses qui provoqueront leur haine et leur désir de vengeance. Et c'est beaucoup leur demander d'arriver à se contenir. Mais la famille Gilling s'est montrée incroyablement digne et a très bien géré ses émotions pendant le procès. J'ai assisté au procès, et ce qui m'a le plus marqué, c'est la dignité dont a fait preuve la famille de Joe Gilling. Vu ce qu'ils enduraient, c'était extraordinaire. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont vraiment été d'un calme et d'une dignité remarquables. Le premier jour du procès, le lundi 16 octobre, Michael Hamer plaide coupable du meurtre de Joe Gilling, 11 ans. Dans notre système judiciaire, on ne prend pas uniquement l'acte en compte. On s'intéresse aussi à la responsabilité mentale de l'accusé. Quand on est face à un meurtre aussi déconcertant, parce que le coupable est jeune et que sa victime était particulièrement vulnérable, on se demande comment une telle tragédie a pu se produire. Inévitablement, la défense allait vouloir explorer les capacités et l'état mental de l'accusé. Dans ce dossier, Michael Hamer était un adolescent solitaire et isolé. Il était socialement inadapté. Il était victime de harcèlement à l'école, et donc certains aspects devaient être examinés. Mais le rapport psychiatrique a conclu qu'il n'était pas fou, et qu'il n'avait pas une responsabilité diminuée. Même s'il souffrait de troubles de la personnalité, il était apte à être jugé et condamné. Michael Hamer est condamné à perpétuité avec une peine minimale d'emprisonnement de 12 ans. Cette sentence provoque la colère des parents de Joe Gilling. Immédiatement après la condamnation, j'ai informé Monsieur et Madame Gilling et le ministère public que selon moi, la sentence était trop légère. Il fallait qu'on étudie de nouveau le dossier et qu'on le soumette à la cour d'appel par l'intermédiaire du procureur général. C'est ce que j'ai conseillé et c'est ce qui s'est passé. La cour d'appel décide d'allonger sa peine minimale, qui passe à 15 ans. Malcolm, Michael Hamer était un solitaire. Est-ce que ce drame aurait pu être évité? Je vais être franc. Oui, cela aurait pu être évité. Ce genre de cas n'est pas sans précédent. Il y a des jeunes gens qui ont déjà commis de tels actes et des enfants en sont morts. Un examen sérieux du dossier devrait étudier la façon dont les différents organismes qui se sont occupés de Michael ont géré son cas. Est-ce qu'ils le connaissaient vraiment? Que savait-il de lui à cette époque? Ils n'ont pas accordé assez d'attention à cet adolescent et à ses besoins. Et la conséquence, c'est qu'un enfant a perdu la vie de la plus horrible des façons. Il pourrait être libéré en 2021. Quelqu'un comme lui peut-il se réinsérer? Oui, il peut se réinsérer si les institutions s'en occupent correctement. Est-ce que ces cas difficiles devraient être réinsérés? Oui, absolument. C'est pour ça que la société doit se donner les moyens de les aider du mieux qu'elle peut. Ce sont des enfants qui ont commis les crimes les plus graves et ils finiront par sortir un jour de prison. Alors, on doit être vigilant et proactif. Ils doivent ressortir moins dangereux qu'ils ne l'étaient en arrivant. Pas davantage. Il faut s'assurer que s'ils retrouvent la liberté et emménagent à côté de chez moi ou de chez vous, ils se conduiront bien, qu'ils ne représenteront plus un danger et qu'ils ne récidiveront pas. Presque 15 années se sont écoulées depuis le meurtre de Joe Gilling. Et une question demeure. Pourquoi Michael Hamer l'a-t-il tué? Malheureusement, beaucoup d'enfants sont harcelés à l'école, mais peu réagissent de cette façon. Là, cet adolescent voulait explorer sa sexualité et son stratagème s'est soldé par un rejet et par la peur d'être démasqué. Mais le calme avec lequel il s'est débarrassé du corps et tout ce qu'il a fait après fait vraiment froid dans le dos. Tout à fait. Ce dont je n'arrive pas à me défaire dans cette histoire, et que les policiers et les journalistes qui ont couvert l'affaire ont aussi ressenti, c'est cet immense sentiment d'injustice. Ce garçon adorable ne méritait pas de mourir. Il avait tellement de choses à accomplir. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de lui?
Rentrer de l'école avec lui. Rire avec lui. Ouais. Je n'oublierai jamais ces moments partagés. Vous aimeriez refaire ce chemin avec lui? J'adorerais. Vraiment. Monsieur et Madame Gilling ont été remarquables. Ils ont entrepris des actions très positives. Ils ont créé une association caritative et ont recueilli des dons en mémoire de Joe. Mais pour eux, ce sera extrêmement difficile quand on leur dira que le meurtrier de leur fils va sortir de prison. Si ça arrive, bien sûr. Et ils doivent vivre avec ça pour le reste de leur vie. Pour bénéficier d'une libération conditionnelle, il faut avoir exprimé des remords. Et pour regretter, il faut avoir une réaction émotionnelle. Si vous ne ressentez rien, ça devient incroyablement difficile. Tant que vous ne regrettez pas votre geste, vous ne pouvez pas être libéré. Il est certain que Michael Emer n'a pas eu une enfance heureuse. Le départ de son père et le rejet des enfants de son âge l'ont profondément affecté en grandissant. Il était persécuté et est devenu persécuteur. Aux prises avec ses émotions d'adolescent et ses désirs sexuels, ce dernier rejet l'a fait basculer et a scellé son destin. On ne saura jamais si Michael Emer a tué Joe Gilling parce qu'il voulait être lui ou être avec lui. C'était peut-être une combinaison des deux. Dans tous les cas, son obsession pour ce garçon de 11 ans a mené à un meurtre violent. Et en fin de compte, la vie d'un enfant a été brisée et la vie d'un autre a été gâchée.